vous voyez bien, vous avez une petite pour les questions-réponses. Vous pouvez au fur et à mesure poser vos questions, me les envoyer. Et puis moi par la suite, à la fin, si vous avez des questions, ben écoutez, j'y répondrai volontiers. Et donc nous commençons tout de suite donc par l'approche de l'enfant aux urgences. Alors pourquoi l'approche de l'enfant aux urgences? Parce que la première mission d'un soignant aux urgences, c'est d'identifier au plus vite tout enfant qui est gravement malade. Pourquoi? Parce que tout enfant gravement malade nécessite une prise en charge immédiate, car l'évolution peut être fatale. Est-ce que c'est facile? Eh bien non. Reconnaître un enfant malade ou blessé n'est pas une mission simple. Ça peut être très difficile. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'enfant, il a des particularités. Un enfant, c'est une catégorie, on va dire, on a beau dire que ce n'est pas un adulte en miniature, on l'oublie. L'enfant, et la particularité pédiatrique, c'est qu'il y a des pathologies qui sont spécifiques à l'enfant, contrairement à l'adulte. Vous ne pouvez pas, par exemple, traiter une même pathologie chez l'enfant que chez l'adulte. Ce qui corse encore plus les choses, c'est que cet enfant-là, eh bien, il va évoluer dans le temps. Et cet enfant, il va présenter des différences en fonction de son âge, qui sont liées à des spécificités anatomiques, à des spécificités physiologiques, à son développement psychomoteur avec le temps, aux réactions émotionnelles. Et vous le devinez, un tableau par exemple de méningite va se présenter différemment que ce soit chez un nouveau-né, un nourrisson ou un grand enfant. Donc, on a cette difficulté d'entrer en contact avec l'enfant. On a ces pathologies qui sont diverses. Les chapitres de pédiatrie, vous avez fait le constat lorsque vous avez été en 4e année de médecine, c'est le module le plus lent. Et puis, voilà, donc il y a cette variation et ce changement qui font que l'accès, si on veut, reste difficile. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir avant tout? Donc, avant d'aborder, avant de parler de la façon ou la manière d'aborder un enfant aux urgences, il faut toujours garder en tête certaines règles. Tout d'abord, et je le dis et je le répète aux jeunes internes et aux jeunes résidents qui arrivent au service, la mère a raison jusqu'à preuve du contraire. C'est la règle numéro 1. Il faut toujours savoir écouter une mère. Quand elle vous dit qu'elle sent que son gamin ne va pas, eh bien, il faut donner foi à ce qu'elle vous dit. Donc, elle peut ne pas savoir ce qui ne va pas, mais elle sait habituellement que ça ne va pas. N'oubliez pas, les parents ne sont pas des professionnels de santé. D'accord? Donc, il faut savoir les écouter et donc essayer d'avoir le plus d'informations. Autre chose, il faut essayer d'être calme face à un enfant qui crie, à des parents aussi qui crient. Il faut savoir rester calme, il faut savoir être rassurant, même si vous ne l'êtes pas. Parce qu'en arrivant aux urgences pédiatriques et quand on est tout jeune, parfois on n'a pas assez de bagages et donc on peut douter de soi. Ce qu'il ne faut pas. Donc il faut essayer d'être calme, rester, comme je dis, discipliné dans sa tête afin d'obtenir une bonne coopération avec les parents et avec l'enfant. Et puis n'oubliez pas que parfois, donc, il y a cette réaction qui est triangulaire, où il y a vous, les parents, l'enfant, et nous, comme particularité marocaine, on peut aussi avoir d'autres personnes qui se rajoutent. Donc savoir aussi faire de l'ordre dans tout ça. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il faut écouter les réponses aux questions posées. Et parfois, on a besoin de poser les questions et de les reposer en les reformulant. Et puis, il faut résister surtout à la tentation de suivre une plainte par une réponse. Un enfant qui tousse, on ne va pas systématiquement demander une radio de poumon. Quand on vous dit, voilà, il est tombé, il a un genou qui enfle, on ne va pas se précipiter directement sur une radio du membre. Donc, il faut savoir écouter la plainte
et la déterminer. Il faut aussi se donner le temps d'évaluer la compétence parentale. Parfois, les parents arrivent, ils vous disent que l'enfant il est fébrile, qu'il est à 40, alors vous posez la question, est-ce qu'ils l'ont pris? Non, ben, c'était au toucher. Ben, au toucher, on ne peut pas déterminer s'il était à 38 ou 40. Mais parfois, des parents sont beaucoup plus minutieux. Il suffit de les écouter, il suffit juste de poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Parfois, l'enfant étant, donc comme vous avez vu, l'enfant c'est de 0 à 18 ans. Les premiers mois, les premières années, il est peut-être dépendant des parents et ce sont parfois les parents qui vont exprimer la plainte ou qui vont analyser les mots de l'enfant. Mais quand l'enfant est plus grand, eh bien, il faut se mettre à niveau de cet enfant, utiliser des termes adaptés à son âge et à son langage et le questionner. Et puis n'oubliez pas qu'il faut, chose qu'on oublie souvent, c'est de demander le carnet de santé. Les parents n'ont pas l'habitude de ramener les carnets de santé quand ils arrivent aux urgences, ce qui est une erreur. Et puis nous, les soignants, on n'a pas l'habitude de le demander. Demander un carnet de santé peut vous orienter. Ne serait-ce que de voir sur sa croissance, sur son développement, la vaccination, est-ce que sur les différentes consultations au centre de santé, est-ce qu'il y a une consommation excessive d'antibiotiques, est-ce qu'il y a des infections d'appareils qui se répètent à chaque fois, donc ça peut vous aiguiller dans votre prise en charge. Alors pour arriver à comment aborder un enfant aux urgences, il faut savoir que la première étape, et c'est ça notre but aux urgences, parce que les urgences, c'est censé traiter des urgences, c'est la détection rapide d'une détresse vitale. Vous allez me dire que c'est simple. Non, pas du tout. Parce que je vous rappelle qu'en situation normale, hors Covid, ce qu'on voit actuellement, on est à peu près à un passage de 200 patients par jour. Donc, si vous imaginez une salle d'attente avec plusieurs consultants, c'est comme chercher une aiguille dans une motte dans une botte de foin. Donc, il faut bien détecter quel est l'enfant qui présente une détresse vitale. Donc, ça va permettre d'assurer la sécurité du patient, ça va vous permettre de gérer les flux et d'optimiser les délais d'attente. Parce qu'une fois que vous déterminez les détresses vitales, vous allez les prendre en charge. Pour les restes, vous allez essayer de les classer ou plutôt de les trier. Et donc, comme ça, ça va vous permettre de traiter en priorité les urgences vraies. Alors, une urgence vraie, c'est très variable là aussi, parce que on peut se retrouver devant une urgence vitale qui est chose facile à reconnaître. Vous êtes devant un arrêt cardiaque, vous êtes devant un coma, c'est facile. Parfois, vous pouvez vous retrouver devant une urgence fonctionnelle qui peut mettre a posteriori le pronostic vital. Là aussi, il faut déterminer donc quel est le délai de prise de cette urgence fonctionnelle. Parfois, on peut être devant une urgence qui est ressentie. Elle est ressentie telle soit par les parents, des parents qui viennent, un enfant qui est fébrile, il a 4 mois par exemple, il est fébrile, les parents voient qu'il est apathique, ils ressentent qu'il ne va pas bien. Pour vous aussi, c'est une urgence ressentie parce qu'une fièvre chez un nourrisson de 4 mois n'est jamais anodine. Donc vous voyez, on peut se retrouver devant ces situations-là. Parfois, c'est une urgence sociale. Il est 2 heures du matin, le petit fait une dyspnée laryngée, il n'a pas où aller, eh bien il va se présenter aux urgences. Il faut savoir là aussi le prendre en charge et être rassurant. Donc, notre mission première aux urgences, c'est de détecter une détresse vitale, qu'elle soit respiratoire, circulatoire ou neurologique. Pourquoi? Parce que toute détresse vitale impose une prise en charge immédiate. Il ne faut pas oublier qu'une détresse respiratoire et ou circulatoire qui n'est pas prise en charge rapidement va aboutir rapidement là aussi chez l'enfant à un arrêt cardio-respiratoire. Et retenez surtout que chez l'enfant, l'arrêt cardio-respiratoire est le plus souvent d'origine hypoxique. Donc la première étape aux urgences, c'est différencier urgence vitale qui met en jeu le pronostic dans l'immédiat d'une urgence fonctionnelle.
Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire ce tri-là et comment est-ce qu'on peut aborder cet enfant lors de cette première étape qui va nous demander de surtout déterminer est-ce que l'enfant présente ou pas une détresse vitale? Eh bien, pour cela, il y a plusieurs écoles qui se sont mis d'accord pour essayer de trouver un outil qui soit facile à réaliser et qui nous permettrait de répondre rapidement est-ce que l'enfant il est gravement malade ou pas. Et cet outil qui est beaucoup utilisé par les services des urgences, mais pas que, hein, on peut aussi l'utiliser en consultation, c'est ce qu'on appelle le triangle d'évaluation pédiatrique ou coup d'œil ou première impression, et c'est ce que les anglo-saxons appellent le quick look. Alors, c'est quoi ce triangle d'évaluation pédiatrique ou quick look? Eh bien, ce triangle d'évaluation pédiatrique, c'est un outil qui est utilisé pour valider donc ce qu'on appelle ce coup d'œil ou cette première impression. Et cette première impression, elle est utilisée généralement par les soignants pour distinguer un enfant malade d'un enfant, ou là, on va dire un enfant gravement malade, d'un enfant qui n'est pas grave. Alors, la première étape d'approche de ce triangle d'évaluation pédiatrique, elle dure 60 secondes, donc pas plus de 60 secondes. Et cette évaluation, comme on va le voir, elle se fait à distance, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de toucher le patient. Parce que quand c'est une situation grave, le fait de toucher, de le déshabiller, de l'allonger peut l'aggraver. Donc, c'est un triangle, ce triangle d'évaluation, donc il est rapide, pas plus de 60 secondes. Il se fait à distance. On n'a pas besoin d'appareillage. Hein. Quand on veut déterminer est-ce qu'il y a une détresse vitale ou pas, on n'a pas besoin d'appareillage, c'est pour ça qu'il est rapide, pas de mesure. Qu'est-ce qu'on va alors utiliser comme moyen? Eh bien, c'est l'observation. On va utiliser la vue, on va utiliser l'audition et on va utiliser le toucher. Donc, il ne nécessite pas d'appareillage, pas de mesure, ni de constante. Et le triangle d'évaluation pédiatrique, il est valable pour l'évaluation de toute situation, qu'elle soit médicale ou chirurgicale. Et comme je vous l'ai dit, il peut être applicable au service d'urgence, en milieu hospitalier, comme en milieu extra-hospitalier. Le but ultime, c'est de déterminer est-ce que notre patient est grave ou pas grave. Comme vous le voyez, le triangle d'évaluation pédiatrique, c'est ça, hein, on l'appelle le triangle d'évaluation pédiatrique. Ce triangle, il est constitué de 3 composantes. Vous avez l'apparence pour le A, le respiratoire pour le B, et le C, c'est la circulation. Et en quelque sorte, ça vous ramène à quoi? Ça vous ramène aux 3 fonctions vitales, à savoir la fonction respiratoire, la fonction neurologique et la fonction hémodynamique. Alors, vous voyez que ici, l'apparence, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, si l'une de ces composantes s'avère anormale, eh bien, une action immédiate sera entreprise. Il faut retenir que le triangle d'évaluation pédiatrique anormal ne va pas vous donner un diagnostic. C'est-à-dire que si on va déterminer que ce triangle qui a une composante anormale, par exemple la composante travail respiratoire est anormale, ça ne veut pas dire forcément que le malade, eh bien, qui a une détresse respiratoire, a un problème respiratoire. Donc le triangle d'évaluation pédiatrique anormal va plutôt vous orienter vers un désordre physiopathologique, c'est-à-dire qu'il vous dit qu'il y a une anomalie de la fonction vitale respiratoire, hémodynamique ou neurologique. J'espère que c'est clair. Alors, juste pour revenir au tout début, donc les 3 composantes, vous les voyez. Alors, l'apparence, qu'est-ce qu'on apprécie à l'apparence? C'est ce que vous observez, le regard, les paroles, les cris, l'état de conscience, le tonus, la position, l'interaction. Pour la respiration, donc, on va voir surtout les efforts, le travail respiratoire. Donc, pour cela, est-ce qu'il y a des signes de lutte? Est-ce qu'il y a des bruits anormaux? Et pour la circulation, eh bien, c'est la coloration. Vous voyez, donc, chaque composante, donc tout le triangle d'évaluation, il dure 60 secondes. Donc, vous divisez les 60 par 3. Donc, ça vous donne 20 par composante. Et on va donc décortiquer ensemble
ce triangle d'évaluation pédiatrique. Et on commence par l'apparence. Alors, l'observation de l'enfant, ça vous le savez, elle vous permet d'évaluer l'état général. Et c'est ce que je n'arrête pas de vous dire. Quand vous commencez votre observation, commencez parce que vous voyez par l'état général, par ce qui vous frappe en premier. Donc, l'état général, il faut apprécier cet état général sans contrarier l'enfant. Hein. On ne va pas le déshabiller, l'ausculter, lever les vêtements pour aller voir le cœur, non. Donc, juste en l'observant. Et cette évaluation, elle se fait, comme je vous ai dit, à distance, sans le toucher, afin d'éviter toute agitation qui risquerait d'aggraver l'état de l'enfant. Alors, l'apparence, c'est quoi? L'apparence, c'est le témoin d'un caractère approprié d'oxygénation, de ventilation, de perfusion cérébrale et de bonne fonction des fonctions supérieures. Lorsque vous avez une bonne apparence, ça veut dire que vous avez une bonne ventilation, une bonne perfusion et que vos fonctions cérébrales supérieures, elles sont préservées. Alors, quels sont les éléments qu'on va prendre en compte? Alors, quand vous êtes avare et quand vous adorez les acronymes, vous pouvez retenir ça par le TICRL, donc TICRL pour tonus, interactivité, consolabilité, regard et langage. Alors, je m'explique. Le tonus, donc le tonus musculaire, c'est ce que vous allez étudier. Et donc là, qu'est-ce que vous allez observer? Vous allez voir votre gamin. Donc, en fonction de l'âge, si c'est un nourrisson, un nouveau-né, en général, il est porté dans les bras de la mère, ou bien il est là, tenu sur pied ou pas. Donc, la première des choses que vous observez, c'est la position de l'enfant. Et donc là, qu'est-ce qu'elle va vous renseigner, cette position? Tout d'abord, vous déterminez, est-ce que l'enfant, il est debout? Est-ce qu'il est couché? Est-ce qu'il est prostré? C'est anormal de voir un gamin, par exemple, de 10 ans, être porté dans les bras des parents. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Donc déjà, la position, elle, vous permet d'avoir une idée. Donc, vous observez la mobilité spontanée de cet enfant. Donc, un enfant, ça bouge. Un enfant qui est apathique, qui ne bouge pas, c'est que ce n'est pas normal. Donc, cette mobilité, est-ce qu'il bouge avec vigueur? Donc, un enfant qui sautille dans la salle d'attente, c'est un enfant qui va bien. Hein. Donc, est-ce qu'il bouge avec vigueur? Est-ce qu'au contraire, il est hypotonique? Est-ce qu'il est atonique? Est-ce qu'il est sans énergie? Et puis, il faut observer son interactivité. Un enfant, il est curieux de nature. Donc, lorsqu'il arrive vers un lieu qui lui est hostile, à l'hôpital, plein de blouses blanches, regardez, est-ce qu'il est méfiant? Est-ce qu'il est attentif? Est-ce qu'il est éveillé? Est-ce qu'il est désintéressé? Est-ce qu'au contraire, il est apathique? Le tout petit va peut-être il va crier parce qu'il a peur de l'étranger. Dans ce cas-là, observer, est-ce que les parents arrivent à le consoler? Est-ce que le personnel arrive à le consoler? Pour le regard, toujours observer le regard de l'enfant. Est-ce que vous arrivez à établir un contact avec lui? Hein? Comme on a dit, un enfant, quand il voit un étranger, eh bien, il va vous fixer du regard. Donc, est-ce qu'il a le regard fixe? Est-ce qu'il suit des yeux? Est-ce qu'il a un regard qui est lointain? Donc là, c'est un signe de gravité aussi. Le regard qui est vague. Et puis le langage. Donc là, ça dépendra de l'âge de l'enfant. Bien sûr, quand on est un nourrisson, on gazouille, on ne parle pas. Mais sinon, quand on est plus grand, donc est-ce qu'il crie? Est-ce qu'il parle? Est-ce que s'il y a un cri, est-ce que c'est avec vigueur, pardon. Lorsqu'il est à un âge plus avancé, est-ce qu'il tient un discours approprié ou bien est-ce qu'il est en train d'halluciner? Donc tout ça, vous voyez, c'est à l'apparence. Donc rien qu'au coup d'œil. Et ça va durer 20 secondes de chrono. Donc là, on est dans le détail. Mais vous, donc un enfant qui arrive aux urgences, donc en 20 secondes, vous allez apprécier ces différents éléments, le tonus, l'interactivité, la consolabilité, le regard, le langage. Donc en 20 secondes de chrono, vous devez répondre à ces questions-là. Alors, en général, une apparence normale suggère que l'oxygénation, comme je vous dis, la ventilation et la perfusion sont adéquates. Lorsqu'on a une anomalie de l'évaluation de l'apparence, là, on doit se poser des questions et on doit passer à l'évaluation d'une autre composante. Donc, chaque fois qu'on a une anomalie, une agitation, irritabilité, on voit que l'enfant n'est pas conscient, qu'il hypersalive, qu'il est hypo ou hypertonique, qu'il est inconsolable, qu'il ne reconnaît pas ses parents, il est agité, il faut passer à l'étape suivante. Rappelez-vous, A pour l'apparence,
L'étape suivante, c'est le B. Là aussi, autre composante du triangle d'évaluation pédiatrique, là aussi 20 secondes. Alors, on va s'intéresser à la respiration et au travail respiratoire. Et comme vous le savez, le travail, le B, ça sous-entend qu'il va nous renseigner sur donc, le travail respiratoire. Qui dit un bon travail respiratoire, dit un caractère fonctionnel des voies respiratoires, une hématose et une ventilation efficace. Donc, le travail, là aussi, est respiratoire. Il doit être observé à distance, que l'enfant. Donc, si c'est un tout petit qui est dans les bras des parents, laissez-le dans les bras des parents. S'il est plus grand, eh bien, vous allez observer donc à distance et vous allez essayer d'évaluer est-ce que cet enfant-là a un problème ou pas. Cette évaluation, bien sûr, elle va s'intéresser au caractère fonctionnel des voies respiratoires et les éléments qu'on devra prendre en compte, c'est la position spontanée de l'enfant, la mobilité de la paroi thoracique, l'existence de signes de lutte et est-ce qu'il existe des bruits ventilatoires. Alors, toujours, donc qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher, est-ce que cet enfant-là, tout d'abord, est-ce qu'il a une position qui est, donc comment est sa position spontanée? Normalement, on voit, donc s'il est tenu, est-ce que c'est un enfant qui est penché en avant? Est-ce qu'il a une position qu'il préfère? Donc, il préfère une position assise. Est-ce qu'il est en position du sniffer? Est-ce qu'il est en position du trépied? Parfois, vous voyez sur les genoux de la mère et lui qui est penché en avant avec les mains sur les cuisses. Donc là, c'est une position que l'enfant choisit pour mieux respirer en quelque sorte. Il faut savoir là aussi la respecter. Donc, cette position anormale sous-entend que peut-être qu'il y a une anomalie de la respiration. On cherchera toujours s'il y a un son qui est anormal. Donc, à distance, vous écoutez. Donc, est-ce que l'enfant a des renflements? Ça peut traduire un encombrement. Est-ce qu'il a un stridor? Le stridor, c'est un bruit inspiratoire qui témoigne donc d'une atteinte des voies aériennes supérieures. Est-ce que l'enfant a un wheezing? Le wheezing, c'est un bruit qui est expiratoire et qui témoigne d'un obstacle au niveau des voies expiratoires. Est-ce qu'il y a une modification de la toux? Une toux qui est rauque, une toux aboyante? Est-ce que l'enfant gémit? Le gémissement est un signe de gravité chez un nourrisson. Est-ce qu'il a un grunting? Vous voyez quand vous expirez avec la glotte fermée. Donc tout ça, tous ces bruits anormaux doivent vous faire dire attention, il y a peut-être une anomalie au niveau des voies aériennes. Et puis on cherchera, donc qui dit respiration, dit travail respiratoire, une augmentation du travail respiratoire, et bien par la mise en exergue des muscles accessoires, des muscles intercostaux, et ça se manifeste par les signes de lutte. Donc à l'inspection, on va voir est-ce que l'enfant a un tirage susternal, intercostal, est-ce qu'il a un entonnoir xiphoïdien, est-ce qu'il a des mouvements saccadés de la tête, est-ce qu'il a des mouvements de bobbing. Donc c'est souvent, on voit souvent ça chez le nourrisson. Donc c'est par la mise en jeu des muscles sternocléidomastoïdiens et ça c'est un signe de gravité aussi chez le nourrisson. Recherchez s'il y a un balancement thoraco-abdominal et là je m'arrête pour dire attention, le balancement thoraco-abdominal est un signe de gravité. Et ne le confondez pas, le balancement thoraco-abdominal, c'est lorsqu'en inspiration, vous avez votre thorax qui s'affaisse et l'abdomen qui se soulève. C'est ça un balancement thoraco-abdominal. Et la présence du balancement thoraco-abdominal vous dit toujours une détresse respiratoire sévère et c'est un signe qui précède l'arrêt respiratoire. Donc s'il vous plaît, quand vous parlez de balancement thoraco-abdominal, il faut bien préciser, c'est un signe de gravité. Parfois, vous mélangez une respiration abdominale avec le balancement thoraco-abdominal. Il faut aussi chercher s'il n'y a pas de mouvement anormal, donc des battements des ailes du nez chez le nourrisson, là aussi c'est un signe de gravité. Et vous voyez donc un enfant anormal, donc ça va être un enfant qui est agité, qui a une respiration bruyante, soit un stridor, soit des sifflements, qui a des mouvements thoraciques asymétriques, qui a une fréquence respiratoire qui est rapide ou lente, qui a une voix étouffée, rauque, gênement. Donc tout ça traduit une anomalie de cette composante du triangle d'évaluation pédiatrique.
Et donc là, ça nous impose toujours en 20 secondes, on a pu déterminer l'existence d'anomalies et il faut passer à l'étape suivante qui est le C, donc la circulation. C'est la troisième composante du triangle d'évaluation. Et la circulation, qu'est-ce qu'elle va refléter? Donc en étudiant la circulation, on va là, donc qu'est-ce qu'on va étudier? On va étudier le débit cardiaque et la perfusion tissulaire. Et les éléments à prendre en compte, c'est la couleur des teguments. Donc là, qu'est-ce qu'on va voir? On va chercher, donc à l'inspection, là aussi, toujours, est-ce qu'il y a une pâleur? Donc une pâleur, elle peut traduire, donc c'est une anomalie, donc c'est des peaux, la peau ou la muqueuse qui sont pâles, exsangues. Et ça peut avoir beaucoup de traductions, on verra ça tout à l'heure. Les marbrures, donc lorsque vous voyez des vasoconstrictions, une peau qui est un peu zébrée, c'est la vasoconstriction de la peau. La cyanose, donc c'est la coloration bleutée de la peau et ou des muqueuses. La présence donc d'une anomalie de l'évaluation doit faire passer, donc on a vu, donc elle va nous faire passer à la deuxième étape. Si on a ces anomalies-là, ça veut dire qu'on a une anomalie de l'une de ces composantes. Et là, on se dit que notre patient est en détresse vitale. Il a une anomalie de l'une des fonctions vitales. Alors là, si on a une anomalie de la fonction vitale, on est arrivé à l'identifier, on doit passer rapidement à la deuxième étape. Donc, rappelez-vous, le triangle d'évaluation pédiatrique, c'est un triangle qui est constitué de trois composantes, l'apparence, la respiration, la circulation. C'est une évaluation qu'on va réaliser en 60 secondes de chrono, 20 secondes pour chaque composante. Et cette approche va nous permettre, en quelques secondes, de répondre à trois questions. Est-ce qu'il existe une détresse vitale? Donc, si l'une des composantes est anormale, la réponse est oui. Quelle est la nature fort probable de cette détresse vitale? Comme je vous l'ai dit, c'est l'anomalie physiopathologique. Est-ce que cette détresse est respiratoire? Est-ce qu'elle est circulatoire? Ou plutôt neurologique? Et bien sûr, quand on répond oui à ces deux questions, la question après qui s'impose d'elle-même, c'est quelle thérapeutique instaurer en urgence? Et donc pour cela, il faut passer à la deuxième étape. Et cette deuxième étape, donc une fois que l'enfant a été reconnu gravement malade, eh bien, on se doit d'évaluer cliniquement là les fonctions vitales. Alors, comment est-ce qu'on fait pour évaluer cliniquement les fonctions vitales? Eh bien, selon la séquence que vous connaissez, le ABCDE, on évalue ces fonctions selon le Basic Life Support, le BLS. Cette évaluation devant toute détresse vitale, elle s'impose. Elle doit être rapide, elle doit être systématique et elle doit être ordonnée. C'est-à-dire que ce n'est pas le BCADE, mais toujours le ABCDE. Et ça va nous permettre d'évaluer le risque vital. Alors, une chose est importante, c'est que cette évaluation-là aussi des fonctions vitales, qui se fait selon la séquence ABCDE, elle doit être rapide. Là aussi, elle se fait en 60 secondes, mais parfois on peut la répéter, on va voir pourquoi. Elle permet d'évaluer le risque vital et aussi d'entreprendre simultanément une action. Je m'explique. On commence par le A. Si les voies aériennes, on trouve qu'il n'y a pas d'anomalie, on passe au B. S'il y a une anomalie ici, au niveau du B, donc on doit entreprendre une action. Et quand on entreprend une action, donc on a évalué, on a trouvé une anomalie, on entreprend une action pour la corriger, et puis on réévalue. Et on reprend la séquence depuis le début. Donc on reprendra A, B, C, et ainsi de suite. Alors, les priorités donc et on commence donc par le commencement par le A, comme on a dit. Donc, c'est l'évaluation de la fonction respiratoire, A pour airway. Les priorités de cette évaluation, c'est de s'assurer de la liberté des voies aériennes. On commence toujours par le commencement. Donc, est-ce que les voies aériennes sont libres? Toujours se poser cette question. Est-ce qu'elles sont libres? Est-ce qu'elles sont sûres? Est-ce qu'elles sont à risque? Donc, quand est-ce que des voies aériennes sont à risque? Lorsqu'on est devant un enfant qui est comateux, ça vous le savez, lorsqu'il y a une distension gastrique ou bien lorsque ces voies aériennes sont obstruées.
Alors, il faut savoir que si, bien sûr, vous avez un enfant qui parle, qui gazouille, ça veut dire que ces voies aériennes sont libres. Vous allez passer directement au B. Autre chose qu'il faut surtout retenir, c'est qu'un enfant qui est conscient, lorsqu'il est conscient, il va, contrairement à l'enfant inconscient, là, il faut absolument aller vérifier ses voies aériennes. Un enfant conscient, il choisit la position qui maintient au mieux l'ouverture des voies aériennes. Donc, quand un enfant choisit une position, n'essayez pas de lui changer cette position. Respectez cette position pendant l'examen. Donc, si les voies aériennes, est-ce qu'elles sont libres et sûres? Donc, toujours, comment savoir si elles sont libres et sûres? C'est-à-dire, est-ce que l'enfant arrive à parler? Est-ce qu'il a une élocution correcte ou pas? Donc, si elles sont spontanément libres, eh bien, c'est bon. Alors, est-ce que les voies sont à risque? Eh bien, c'est possible lorsqu'on est devant un trouble de conscience ou bien lorsqu'on est devant une distension gastrique, parce que là, le risque, par exemple, lorsqu'on a une distension gastrique importante ou un enfant qui est inconscient, le risque va être l'inhalation. Les voies aériennes ne sont pas protégées. Donc là, il faut entreprendre une action en urgence. Donc, il faut retenir aussi que si on suspecte un traumatisme, chaque fois que vous suspectez un traumatisme, il faut immobiliser le rachis cervical. Mettez un collier. Donc, si l'enfant il est conscient et que les voies aériennes sont libres, comme j'ai dit, on va passer à l'évaluation de la ventilation. Par contre, si l'enfant est inconscient, il faut savoir là vérifier ses voies aériennes et on va le voir tout de suite. Comment est-ce qu'on fait lorsqu'un enfant est inconscient? Eh bien, il faut savoir là ouvrir manuellement les voies aériennes et vérifier si elles sont libres. Alors attention là aussi, cette manœuvre donc pour lever le menton en avant vers la tête en légère extension ou donc tirer la mandibule inférieure vers le haut, attention, il ne faut pas le faire si vous suspectez un traumatisme cervical. Donc si vous le suspectez, il ne faut pas le faire, il faut mettre un collier parce que si vous faites cette manœuvre-là, vous risquez même d'entraîner un arrêt cardiaque. Donc faites très attention. Alors, si l'enfant est inconscient et que les voies ne sont pas libres, qu'il n'y a pas de traumatisme, il faut savoir le positionner, aspirer éventuellement et donc s'assurer de la liberté des voies aériennes. Alors, autre situation où on peut se retrouver. Un blocage. Alors, est-ce que les voies sont obstruées? Comment savoir si des voies aériennes sont obstruées? Eh bien, ce qui devrait vous mettre la puce à l'oreille, si vous voulez, donc les signes qui vont vous orienter vers une obstruction des voies aériennes, c'est lorsque vous avez, c'est facile, lorsque l'enfant hypersalive, un enfant qui vient qui hypersalive, qui a des difficultés à déglutir, eh bien, vous vous dites attention, s'il fait ça, c'est parce qu'il y a un problème au niveau de ses voies aériennes. Lorsque vous avez un œdème des lèvres, un œdème du visage, un œdème du quincke, vous vous posez systématiquement la question, est-ce qu'il n'y a pas un œdème de la glotte lorsqu'on a une grosse langue? Attention. La présence de sang, lorsqu'un enfant, la maman vous dit qu'il a craché du sang, qu'il a vomi du sang, attention. Donc, il se peut qu'il y ait des caillots de sang. Lorsqu'il a vomi, il se peut qu'il inhale. Lorsqu'il a été victime d'un traumatisme, attention aux fragments de dents, par exemple, même un corps étranger. Lorsque vous suspectez même un corps étranger, lorsque vous avez des mouvements au niveau de la bouche, toujours essayez de l'enlever s'il est visible. Hein. Si un corps étranger est visible et que vous le voyez, si vous pouvez l'attraper au doigt, faites-le. Mais attention, n'essayez jamais d'enfoncer le doigt pour l'enlever. Hein. Ce n'est pas possible. Alors, autre chose qui peut vous orienter vers une obstruction des voies aériennes, c'est les bruits respiratoires anormaux. Hein. Quand vous entendez des sortes de grunting, des signes, des bruits anormaux, des ronflants. Donc, ça peut être la traduction d'une anomalie des voies aériennes donc supérieures.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsqu'on a une anomalie des voies aériennes, la priorité, c'est de s'assurer, comme je vous ai dit, de la liberté des voies aériennes, les désobstruer et bien sûr maintenir cette liberté dans le temps. Eh bien, c'est en fonction de la situation, comme on a dit, on en a déjà parlé. On commencera d'abord par positionner correctement un enfant dans la position qui lui permettra d'ouvrir ses voies aériennes. Comme on a dit, si on suspecte qu'il y a un corps étranger, on essaiera de l'enlever. Donc, on mettra une sonde gastrique si l'enfant est inconscient. Donc, on enlèvera des débris de sang, de vomi s'ils existent au niveau de la bouche. On mettra une canule oropharyngée pour maintenir ouvert les voies aériennes. Attention là aussi, si vous suspectez un traumatisme du rachis cervical, n'utilisez pas de canule oropharyngée parce qu'au moment de la mise en place de la canule, vous pouvez là aussi entraîner des problèmes de voies aériennes. Donc, évitez cela. Donc, une fois qu'on a apprécié le A, eh bien, donc là, c'était juste pour vous montrer comment positionner correctement un enfant et comment libérer ses voies aériennes. Une fois qu'on s'est assuré que les voies aériennes étaient libres, eh bien, il faut passer au B. Donc, toujours. Donc, s'il y a une anomalie, donc on reprendra depuis le début le A et on passe au B. Alors, pour ce qui est de la ventilation, là aussi, donc, on va évaluer la respiration. Comment on va l'évaluer? Eh bien, en regardant, en écoutant et en palpant. Alors, quelle est la première des choses qu'on va observer si vous voulez que vous allez avoir à l'inspection? Eh bien, c'est le travail respiratoire et c'est la fréquence respiratoire. Alors, il faut retenir une chose, c'est que la fréquence respiratoire, elle varie en fonction de l'âge. Donc, il faut mesurer la fréquence respiratoire. Donc, vous la mesurez sur 20 secondes, 30 secondes, et puis vous la rapportez à 1 minute pour avoir la fréquence par minute. Il faut savoir que la fréquence est donc très variable avec l'âge et il faut savoir l'interpréter en fonction de l'âge. Alors, la tachypnée, donc une fréquence respiratoire, vous voyez un enfant qui a une respiration qui est rapide, une tachypnée est quelque chose d'anormal. Donc, ça traduit une augmentation du travail respiratoire, c'est-à-dire que cet enfant fait des efforts pour assurer une hématose correcte. La bradypnée, elle peut être soit le témoin d'un épuisement, donc c'est un enfant qui a vraiment lutté et qui est au stade de l'épuisement, comme ça peut être le signe d'une insuffisance respiratoire. Il y a autre signe aussi qu'on peut voir à l'inspection, ce sont des arrêts des mouvements respiratoires par moment, ou ce qu'on appelle les pauses respiratoires ou l'apnée. Alors, il faut savoir que les bradypnées et les apnées chez l'enfant sont des signes de gravité. Et l'apnée et la bradypnée et l'apnée, sont des signes qui vous traduisent que le risque d'arrêt cardio-respiratoire est imminent. La fréquence respiratoire est très importante à noter parce que c'est quelque chose que vous allez aussi suivre. Donc, dans votre évolution avec le temps, vous allez suivre cet enfant. Quand vous entreprenez des actions, vous allez voir est-ce que cette fréquence, donc soit qu'il était tachypnéique, il va améliorer sa fréquence ou pas, etc. Donc, il faut la noter et la suivre par la suite. Alors, quelles sont les autres questions qu'on va se poser pour apprécier ce fameux B? Eh bien, les autres questions qu'on va se poser vont concerner le travail respiratoire. Qui dit travail respiratoire augmenté, donc on a vu la fréquence respiratoire qui augmente, mais aussi, qui dit travail qui augmente, dit mise en jeu des muscles accessoires. Et la mise en jeu des muscles accessoires va se traduire par les signes de lutte respiratoire. Donc, on cherchera, est-ce qu'il y a un tirage susternal, sous-costal, intercostal? Est-ce qu'il y a un battement des ailes du nez? Est-ce qu'il existe un balancement thoraco-abdominal? Est-ce qu'il existe des mouvements saccadés de la tête? Surtout, on voit ça chez le nourrisson. Donc, l'existence de signes de lutte respiratoire sont des signes de gravité de détresse respiratoire. Donc, déjà, si vous avez un gamin qui a des signes de lutte, donc ça traduit la gravité de la détresse respiratoire. Et donc, qu'est-ce qu'on doit aussi rechercher? Donc, lorsqu'on a un travail respiratoire qui est anormal, on peut aussi avoir des bruits respiratoires qui sont anormaux. Donc, on va écouter et voir si on n'a pas de stridor. Donc, ça veut dire qu'on a un problème, une obstruction au niveau des voies aériennes supérieures. Est-ce qu'il n'y a pas un wheezing?
Donc, c'est une obstruction des voies aériennes inférieures. Est-ce qu'il y a un gênement? Donc, tout ça aussi donc, peut vous orienter vous oriente vers une anomalie de la respiration et impose une action. Qu'est-ce qu'on va aussi, on va s'interroger aussi sur le volume respiratoire parce que c'est ce qui permet les échanges. Alors, c'est ça le but de la respiration, c'est d'assurer les échanges. Alors, à l'inspection, on va s'acquitter de cette ampliation thoracique. Donc, à l'inspection, vous voyez, est-ce que votre thorax se soulève d'une façon symétrique ou asymétrique? Est-ce que vous avez un bombement d'un côté et pas de l'autre? Et par la suite, on peut même voir, est-ce qu'on a une auscultation? Quoique chez le nourrisson, je vous rapporte que parfois on peut même avoir une asymétrie, on peut même avoir un pneumothorax et on peut percevoir des murmures vésiculaires. Donc faites très attention, surtout chez le nourrisson. Et puis il faut savoir aussi retenir une chose, c'est que lorsqu'on a un travail respiratoire qui est important, il faut savoir que la respiration jusqu'à l'âge de 6-7 ans, elle est surtout abdominale. La respiration donc thoracique, elle commence à partir de 2-4 ans et se termine vers 6-7 ans. Gardez en tête que chaque fois que vous avez une distension gastrique, ça peut entraver le jeu du diaphragme, qui est le muscle le plus important en matière de respiratoire, et ça peut donc gêner la respiration. Donc ça, c'est juste pour vous dire, regardez un enfant qui est en détresse, regardez sa position, il a une mimique qui est pauvre, il est hypotonique. Là, vous avez donc à gauche, vous avez donc la position en trépied et donc avec des signes respiratoires. Alors, une chose importante, il faut savoir différencier détresse respiratoire et insuffisance respiratoire. Souvent, vous mélangez les deux. Détresse n'est pas synonyme d'insuffisance respiratoire. Alors, une détresse respiratoire, c'est un diagnostic, on vous le dit, clinique. C'est une anomalie de fréquence. C'est des signes de lutte qui sont anormaux. L'insuffisance respiratoire, eh bien, elle peut compliquer une détresse respiratoire comme elle peut être secondaire à la détresse respiratoire, comme donc elle peut être secondaire à autre chose, à une détresse neurologique. La détresse respiratoire est une augmentation du travail respiratoire. L'insuffisance respiratoire est un défaut d'oxygénation tissulaire. Donc, c'est très différent. Alors, si on a des signes d'insuffisance respiratoire, là aussi, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Ça veut dire que la décompensation est rapide et que l'arrêt cardio-respiratoire est imminent. Hein. Rappelez-vous, je vous ai dit que dans la majorité des cas, l'arrêt cardiopédiatrique, l'arrêt cardiaque en pédiatrie, il est hypoxique, contrairement à l'adulte. Hein. Alors, autre élément qu'on va apprécier, hein, vous voyez qu'on prend du temps, mais en général, ça nous prend quelques secondes, c'est l'oxygénation. Donc, toujours, il faut se dire, est-ce qu'il existe une cyanose ou pas? Quoique, la cyanose, parfois, elle peut manquer, elle peut être masquée, elle peut être difficile à apprécier chez l'enfant pâle, chez les sujets de race noire. Et puis, donc, ce n'est pas vraiment un facteur, la cyanose, cette coloration bleutée n'est pas quelque chose de très objectif. Alors, chaque fois que vous avez la possibilité d'avoir une oxymétrie de pouls, eh bien, prenez une saturation. Et la question qui serait la plus importante à laquelle on doit répondre, c'est quelle quantité d'oxygène est nécessaire pour maintenir une saturation périphérique normale. On va dire une saturation au-delà de 95%. Voilà. Donc, lorsqu'on a une anomalie de cette séquence B, eh bien là aussi, il faut, la priorité, c'est d'assurer une respiration d'abord, évaluer sa qualité, la suppléer, la soutenir. Eh bien, ceci va dépendre. Donc, la prise en charge sera adaptée. Il faut toujours donc commencer par le A. Il faut que les voies aériennes soient libres. Donc, on les a déjà assurées. Et puis après, aspirer, oxygéner, mettre des lunettes, mettre une canule de Guedel, parfois ventiler en pression positive, intuber. Donc, ça dépendra de la situation à laquelle on est confronté. Donc, une fois qu'on a rétabli ce B, donc on reprend à B et on passe au C. Alors, C pour circulation. Alors, l'objectif, donc, c'est pour l'hémodynamique, cette séquence, c'est une fonction cardiaque et une perfusion tissulaire qui est normale. Les priorités de cette séquence, donc, c'est de s'assurer de la normalité de la fonction cardiaque et de la perfusion tissulaire.
Si cette séquence elle est assurée, ça veut dire que l'enfant il est conscient, il est tonique, il a des pouls centraux et périphériques qui sont bien frappés, il a une coloration normale, il a une diurèse normale, il a un temps de recoloration qui est normal. Alors, comment est-ce qu'on apprécie cette séquence C? Eh bien, par la fréquence cardiaque. Là aussi, comme pour la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque est très variable en fonction de l'âge. Donc, elle est à interpréter en fonction de l'âge de l'enfant. Et c'est pour ça que, comme je vous ai dit au tout début, c'est ce qui fait la particularité de l'enfant. Hein. Un nouveau-né qui a une fréquence à 140, c'est tout à fait normal. Par contre, un gamin de 15 ans qui vous fait un 140 de fréquence cardiaque, ça s'appelle une tachycardie. Donc, la détermination de la fréquence cardiaque, là aussi, on va le mesurer sur 20 secondes et puis vous multipliez par 3 pour déterminer la fréquence cardiaque par minute. Alors, la fréquence cardiaque est quelque chose de très important en pédiatrie. Pourquoi? Parce que la tachycardie est le premier signe d'hypovolémie. Et c'est le premier signe qui va traduire, donc il traduit l'augmentation du débit cardiaque. Donc, toujours faire attention. Et puis, il y a d'autres facteurs qui peuvent modifier la fréquence cardiaque et on entend souvent dire il a 150 de fréquence, il est fébrile. Alors attention, 1 degré de température va vous augmenter votre fréquence cardiaque de 10, pas de 40. Donc attention, la douleur, pareil, elle ne va pas vous augmenter votre fréquence cardiaque de 40 points. Donc faites très attention. Chaque fois que vous êtes devant une tachycardie, posez-vous la question, est-ce que c'est pas un hypovolémie? Alors, qu'est-ce qu'on va aussi apprécier au niveau de cette séquence C? Eh bien, on va apprécier les pouls. Alors, les pouls et surtout la qualité du pouls. La qualité du pouls, elle témoigne de la perfusion périphérique. Alors, il faut toujours comparer les pouls périphériques aux pouls centraux et chercher qu'ils sont filants, est-ce qu'ils sont d'abord présents, est-ce qu'ils sont filants, est-ce qu'ils sont bien frappés. Une chose est importante, c'est que chez le nourrisson, le pouls central, il est apprécié au niveau brachial. Et chez le plus grand, on va l'apprécier au niveau fémoral ou bien au niveau de la carotide. Donc, rappelez-vous, le nourrisson, c'est brachial. L'enfant plus grand, c'est fémoral. Donc, on va comparer par rapport au pouls périphérique. Autre chose qu'on va apprécier, eh bien, c'est le temps de, ou bien plutôt la coloration. La coloration donc de la peau et des muqueuses. Alors, une peau avec une couleur rose, ça témoigne d'une perfusion, on va dire, qui est normale. Alors, la présence d'une pâleur, elle nous fait poser des questions. Donc, quand un enfant est pâle, eh bien, ça peut être le témoin d'un choc, d'un état de choc, mais pas que. Une pâleur, donc elle ne traduit pas souvent, elle ne traduit pas, pardon, seulement un état de choc, mais ça peut être la traduction d'une hypothermie ou d'une insuffisance respiratoire. Qu'est-ce qu'on peut aussi observer? Donc, on peut avoir un aspect cyanosé. Alors, la cyanose, elle va témoigner de l'hypoxémie ou d'une insuffisance de perfusion. Pareil, les marbrures, ils témoignent d'un bas débit cardiaque ou d'une hypoxémie. Donc, vous voyez que apprécier la couleur, ça peut nous rapporter beaucoup de renseignements. On peut aussi apprécier l'élasticité de la peau, donc surtout chez le nourrisson. La présence d'un pli de déshydratation, eh bien, témoigne d'une hypovolémie. Vous ne pouvez pas dire qu'il a un pli persistant qui ne soit pas en hypovolémie, ça n'a aucun sens. Donc, la présence d'un pli, elle témoigne d'une hypovolémie. Le temps de recoloration est quelque chose de simple et qui est largement utilisé pour évaluer la perfusion périphérique de l'enfant. Alors, la mesure, elle se fait en comptant le temps de recoloration de la peau. Donc, vous appuyez pendant 5 secondes, puis vous relâchez et vous calculez le temps de recoloration. Un temps de recoloration normal est inférieur à 2 secondes. Un temps de recoloration de 3 à 5 secondes est allongé et témoigne d'une mauvaise perfusion périphérique. Alors qu'un temps de recoloration au-delà de 5 secondes, là, il témoigne d'un état de choc. Alors, une chose importante, le temps de recoloration, vous pouvez l'apprécier au niveau du front, au niveau des extrémités, mais chaque fois que vous appréciez un temps de recoloration au niveau des extrémités et qu'il est allongé, réappréciez-le au niveau central, au niveau du sternum.
Alors, qu'est-ce qu'on peut aussi dans cette séquence? On a vu donc la fréquence cardiaque, la couleur, le pli cutané, les pouls, le temps de recoloration. Eh bien, on va aussi apprécier, donc rien qu'à l'inspection, si vous avez une hémorragie qui est active, donc un enfant qui saigne, qui a par exemple ne serait-ce qu'une plaie qui saigne, un épistaxis qui est abondant, eh bien, il est pâle, il est marbré, il est je ne sais quoi. Donc, la première des choses, c'est arrêter le saignement, donc faire un méchage, par exemple, devant un épistaxis. Autre chose, donc, pour apprécier cette séquence, eh bien, on va apprécier la perfusion rénale et cérébrale. Lorsqu'on a des reins qui sont bien perfusés, eh bien, on urine. Lorsqu'on a des reins qui ne sont pas bien perfusés, eh bien, la traduction de notre organisme va être l'oligurie. Et si on ne fait rien, eh bien, c'est l'anurie. Pareil, un cerveau qui est bien perfusé, eh bien, ça se traduit par un état de conscience qui est préservé. Contrairement, des débuts, une somnolence, obnubulation, ça peut traduire une mauvaise perfusion cérébrale. Donc, voilà. Alors, autre élément, on va dire, moyen pour étudier cette séquence, et je l'ai laissé en dernier, c'est la pression artérielle. Pourquoi? Eh bien, là aussi, la pression artérielle, pareil que pour la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque, elle est très variable en fonction de l'âge. Donc, c'est un signe. Alors, pourquoi j'en parle en dernier? Parce que c'est un signe tardif chez l'enfant. Chez l'enfant, il y a beaucoup de phénomènes compensateurs qui font que l'hypotension reste un signe tardif et donc un signe d'insuffisance circulatoire, contrairement à la tachycardie qui est, comme je vous l'ai dit, un signe précoce. Alors, l'hypotension, elle précède, en général, chez l'enfant, on peut se contenter de la fréquence cardiaque, du pouls central et périphérique, parce que en général, l'hypotension, quand vous avez un bon pouls, hein, en général, ça va. Lorsque l'hypotension, elle précède toujours la disparition du pouls central. Donc, si vous avez un pouls central qui disparaît, hein, il est en hypotension. C'est même pas la peine d'aller chercher avec le brassard. Alors, il faut aussi faire attention justement au brassard. Lorsque vous utilisez un brassard de tension artérielle, que ce soit au niveau des 2 tiers de la jambe, des 2 tiers du bras ou de la jambe, il faut utiliser un brassard adapté qui doit prendre donc, qui doit être adapté à l'âge de l'enfant. Parce qu'un brassard trop petit va vous donner des valeurs faussement élevées et un brassard trop grand va vous donner des valeurs faussement basses. Donc attention pour interpréter votre tension. Alors pour la tension, normalement, on utilise, à partir de l'âge de 4 ans, on utilise des courbes en fonction de la taille et de l'âge. Ou bien on utilise des abacs. Alors il y a des abacs, il y a des tableaux en fonction de l'âge qui vous donnent les valeurs de la pression artérielle systolique et diastolique. Mais sinon, vous pouvez aussi, donc au-delà de l'âge de 1 an, on peut s'aider de la formule 70 plus le nombre d'âges en année que multiplie par 2. Donc, on peut utiliser cette formule pour aborder en situation d'urgence pour pouvoir interpréter rapidement une tension artérielle. Mais retenez, l'hypotension, quand elle est là, ça veut dire que c'est trop tard. Alors, avant de passer à la séquence D, je veux surtout insister sur le fait qu'un signe positif a plus de valeur qu'un signe négatif. Hein? Lorsque vous avez un temps de recoloration qui est positif, ça a plus de valeur lorsqu'il est négatif. Donc, c'est très important. Il ne faut pas conclure que l'hydratation est normale parce qu'il n'y a pas un pli cutané. Hein. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de pli de déshydratation que l'état d'hydratation est correct. Attention, il y a les enfants potelés. Parfois, ça ne se voit pas. Et puis, il ne faut pas conclure, ce n'est pas parce qu'on a un temps de recoloration qui est inférieur à 2 secondes que l'état hémodynamique est normal. Donc, voilà. Alors, un pouls central faible, chaque fois que vous avez un pouls central faible, eh bien, ça signe un état de choc décompensé. Urgence, urgence, urgence. Lorsque vous avez un pouls périphérique qui est faible, eh bien, ça signe un collapsus. Lorsque vous commencez à avoir des pouls qui sont très faibles en périphérique, eh bien, votre gamin, il est en collapsus ou bien il a une hémorragie, parfois interne. Il faut agir rapidement. Alors, retenez, et j'insiste, l'attention, elle est maintenue très longtemps chez l'enfant. Quand la décompensation survient, l'arrêt cardio-respiratoire est imminent. Donc, il ne faut jamais attendre l'hypotension.
Et c'est des choses qu'on n'aime pas entendre lorsqu'on appelle pour des places en réa. On n'attend pas une hypotension. Il faut prendre le malade bien avant. Alors, chaque fois qu'on a une anomalie de cette séquence C, eh bien, il faut prendre en charge toute hémodynamique défaillante. Il faut oxygéner. Qui dit hémodynamique défaillante dit mauvaise perfusion. Donc, il faut oxygéner, positionner l'enfant, contrôler une hémorragie si c'est une hémorragie qui est active, assurer un remplissage pour une expansion volémique lorsque vous avez par exemple une déshydratation implique des signes de déshydratation, votre gamin il est au collapsus. S'il est donc un massage cardiaque, une intubation lorsqu'il est en arrêt, etc. Donc, ça va dépendre de situation. Donc, une fois qu'on a stabilisé le C, eh bien, A, B, C, on arrive à la lettre D. Toujours bien ordonné, D pour disability, état de conscience. Alors, qu'est-ce qu'on apprécie au niveau de cette séquence? Eh bien, cette séquence, on doit, vous, en tant qu'examinateur, vous devez vous interroger, est-ce que le patient, il est conscient? Est-ce qu'il est tonique? Est-ce qu'il est réactif? C'est quelque chose que vous adorez. Il est rose, il est tonique, il est réactif. Bon, il faut donc déterminer son degré de réactivité. Et lorsqu'on est en séquence rapide, eh bien, on peut utiliser le score de Glasgow, mais on peut aussi utiliser l'échelle AVPE. C'est une échelle qui est très rapide. Donc, A pour alerte, V répond à la voix, P répond au pincement, pain pour la douleur, et 1 ne répond pas. Donc, rapidement, vous pouvez dire, donc si vous avez une anomalie ici, attention, l'enfant peut-être présente un problème de conscience, un trouble de l'état de conscience. Et pour, on va dire, pour mieux détailler, on va passer donc au score de Glasgow. Alors, là aussi, il faut savoir adapter le score de Glasgow à l'enfant. Donc, c'est le score de Glasgow pédiatrique adapté. Il y a la version adaptée, surtout pour la réponse verbale. Donc, pour les plus de 2 ans et les moins de 2 ans. Donc, il y a les items qu'on calcule. Donc, ça va de 3 jusqu'à 15. Et vous déterminez là le score de Glasgow. Pareil, score, que ce soit la fréquence cardiaque, respiratoire, score de Glasgow. Quand vous les déterminez, il faut suivre l'évolution dans le temps. C'est très important de tout mentionner pour pouvoir suivre l'évolution. Alors, donc on a vu le A, B, C, D, donc la séquence. Et puis là, on arrive au E. Alors, il faut dire que cette séquence, le E, elle n'est évaluée qu'une fois. Le A, le B, le C et le D étaient évalués. On ne peut pas donc évaluer le E tant que le ABCD n'a pas été stabilisé. Donc, on ne passe à l'environnement qu'après avoir établi ce ABCD. Si le ABCD a été établi et stabilisé, là, on peut passer au E. Et E, c'est pour environnement. Alors, l'environnement là, on va essayer de déshabiller l'enfant. Alors, attention à l'hypothermie, surtout lorsque le gamin est en détresse vitale. L'hypothermie peut aggraver davantage une détresse préexistante. Donc, il faut observer rapidement donc, cet enfant, le déshabiller, l'observer, tout en évitant, comme on a dit, l'hypothermie. Donc, l'observation, elle peut nous rapporter des choses qui peuvent nous expliquer. On va chercher des plaies, une déformation d'un membre qui traduit une fracture, des ecchymoses, une ecchymose périombilicale, donc ça peut traduire, ou bien une ecchymose au niveau du flanc peut traduire une hémorragie interne, intrapéritoniale ou rétropéritoniale, l'existence de plaies, l'existence d'un ballonnement abdominal, un abdomen luisant, un abdomen dur, donc peut nous orienter vers une péritonite, etc. Donc vous voyez que ça peut être important. On peut aussi évaluer la température de l'enfant. La fièvre, elle orienterait donc vers un processus infectieux, par exemple. Donc voilà, donc l'environnement, ça va dépendre. On va voir, est-ce qu'il y a des choses sur les habits de l'enfant, lorsque les enfants avalent par exemple de l'eau de javel, de l'esprit de sel, etc. On peut trouver des habits tachés, de l'eau de javel qui sent, etc. Donc là, ça peut nous orienter et nous aiguiller pour notre prise en charge. Donc, pour récapituler, pour aborder un enfant aux urgences, on a dit que la première mission, l'étape 1, était de reconnaître s'il y a une anomalie du triangle d'évaluation pédiatrique. C'est la première impression, le quick look, donc qui évalue les 3 composantes, l'apparence, B, la respiration et C, la circulation. Et on a vu que si on a donc cette première impression, elle nous permet de dire est-ce que l'enfant est en situation de détresse vitale, oui ou non.
Alors, s'il est en situation de détresse, c'est-à-dire qu'on a une des composantes qui est anormale, eh bien, on passe à l'évaluation ABCD en premier et chaque fois qu'on a une anomalie d'une séquence, on la corrige et on reprend. S'il n'y a pas de situation de détresse vitale, donc il n'y a pas de détresse, eh bien, on procède par un premier examen, l'ABCDE, et puis on passe dans une troisième étape, on va dire, ou au deuxième examen, par la prise des constantes vitales, par l'histoire, l'anamnèse, l'examen complet. Donc, la première évaluation, toujours les voies aériennes. Les questions qu'on se pose pour récapituler, est-ce que les voies aériennes sont ouvertes? Donc, si oui, donc aspirez si nécessaire. Si vous suspectez un traumatisme, immobilisez le rachis. Si elles sont fermées, il faut ouvrir, voir ce qui se passe dedans, aspirer si nécessaire, positionner l'enfant et puis passer à la ventilation. Toujours voir est-ce que votre respiration, le but, c'est d'avoir une ventilation efficace. Une ventilation efficace, c'est une oxygénation avec une saturation qui est supérieure à 95. Donc, si elle n'est pas efficace, s'assurer donc, une fois les voies aériennes libres, par une ventilation, une pression positive et regardez est-ce que votre respiration est efficace ou pas. Ensuite, on apprécie la circulation, les pouls présents, bien présents, donc on compare aux pouls périphériques et centraux. Un enfant rose qui a une température correcte, qui a un temps de recoloration inférieur à 2 secondes, donc il est stable sur le plan hémodynamique. Sinon, donc, il faut entreprendre des mesures correctrices. Alors, une fois qu'on a stabilisé l'enfant, c'est là où on va passer à l'examen complet. Toujours, alors l'examen complet, on reprendra. Alors, ce n'est pas la séquence, mais on suivra le ABCDE. Donc, on commencera par l'histoire clinique détaillée. Donc, il faut préciser quel est le symptôme. Et ce symptôme-là, il faut toujours revenir à votre sémiologie. Donc, un enfant qui se présente pour vomissement, toujours préciser quand, comment, quand est-ce que ça a démarré, la nature, le nombre, décrire les signes associés, est-ce qu'il y a du sang, des aliments, du lait caillé, etc. et ainsi de suite. Donc, on va préciser le symptôme en le détaillant du point de vue sémiologique, chercher les signes associés, chercher dans les antécédents quelque chose qui pourrait aussi nous aider, l'existence d'allergies, de prises médicamenteuses, de pathologies connues, d'un événement qui est survenu. Par exemple, si on prend ce gamin-là qui vient pour vomissement, déshydratation, état de choc, est-ce que ça a coïncidé avec l'introduction d'un aliment nouveau ou pas, etc. Et puis, donc, il faut entreprendre par la suite, une fois que le malade est stable, c'est là où on va entreprendre un examen qui est détaillé. Et cet examen détaillé, eh bien, il va aller de la tête aux pieds, tout en privilégiant, bien sûr, une fois qu'on a stabilisé notre malade. Donc, si c'est la plainte initiale, c'était le gamin qui avait, je ne sais pas moi, des douleurs abdominales, eh bien, on commencera par l'abdomen. Et puis, bien sûr, ça ne nous empêche pas d'examiner, bien sûr, on le dit et on le répète, tous les autres appareils. Et donc, tout doit être aussi, il faut insister sur le fait que tout doit être consigné pour suivre l'évolution du malade et aussi pour pouvoir réévaluer. Attention, un malade qui était stable au tout début, il peut décompenser par la suite. Donc, il faut tout consigner par écrit pour pouvoir réévaluer l'enfant et réévaluer aussi les mesures que vous avez entreprises. Alors, on arrive à la fin. J'espère que je n'ai pas été lente. Donc, j'aimerais surtout insister, c'est que la reconnaissance précoce d'une détresse vitale, elle est indispensable. Donc, chaque fois, donc c'est ça notre mission première aux urgences. D'abord, j'élimine une détresse vitale. Pourquoi? Parce que le risque de l'arrêt cardio-respiratoire est là, il est imminent. Je passe aux détresses avec un pronostic fonctionnel, à l'urgence ressentie et au reste. Je suis d'accord avec vous, l'évaluation pédiatrique, elle est difficile. Et donc, pour ne pas passer à côté, il faut rester discipliné. Donc, le A, B, C, D, E, s'il vous plaît. Et gardez aussi une chose en tête, c'est que vous pouvez apporter beaucoup de choses, rien qu'en observant. Rien qu'avec vos mains, on est plus efficace en observant et aussi en écoutant qu'en voulant à tout prix brancher une saturation
ou la mettre un moniteur, chercher un brassard. Donc, apprenez à observer et par la suite à écouter et à examiner. Voilà, je pense que j'arrive à la fin. Je vous remercie pour votre patience et pour votre présence. Et puis, je vous dis, si vous avez des questions, allez-y. Là, vous pouvez poser toutes vos questions. Hein. Alors, comme je vous ai dit, vous avez des petites icônes où vous pouvez marquer vos questions. Sinon, vous pouvez reprendre vos micros et poser les questions, si vous en avez. Alors, messieurs, dames, pas de questions? Alors, soit j'ai été ennuyeuse, soit vous avez tout compris, soit je ne sais pas. Bon, Zine me dit merci beaucoup, madame, c'était clair. Ben, merci à vous. Ben, si c'est clair, voilà. Donc, lundi, moi, je pose les questions dans ce cas-là. Pour les médecins qui sont au service. Alors, comment évaluer l'état du patient après prise d'hypnose convulsif et la durée générale? Alors, ça, c'est Myriam. C'est la sédation. Alors, ben pareil, quand tu as un enfant qui vient, qui a pris de l'hypnovel et qui arrive, et donc tu vois par exemple qu'il est inconscient, qu'il ne répond pas, eh bien tu noteras seulement que tu vas évaluer comme ce qu'on vient de voir, tout en disant que ce gamin a reçu de l'hypnovel, que l'examen se fait sous hypnovel. C'est un gamin qui a convulsé, qui a reçu à Moulay Abdallah une ampoule de Valium et qu'à l'arrivée, voilà. Donc, tu vas toujours suivre ta séquence A, B, C, D. En arrivant au D, eh bien, tu vas apprécier ton état comme on a dit. Et puis la prochaine fois, donc le cours d'après, on parlera des troubles de conscience chez l'enfant et on va voir comment... Donc, ça va être une réponse à ta question le cours prochain. Alors, je vois s'il y a d'autres questions. Alors, ça, c'était Myriam, l'interne, je l'ai reconnu. Voilà, Souheila, merci. Donc, j'attendrai le retour lundi. Voilà, donc, bon, je ne suis pas très forte dans ça, mais bon, je pense... Ah, c'est Myriam la résidente, d'accord, ok. Bien. Ben, écoutez, si vous n'avez pas de questions, je vais vous quitter en vous disant bonne fin de soirée. Et puis, à la prochaine. Ben, j'espère que ce cycle de formation va se poursuivre, que ça vous a intéressé. Là, on a commencé par l'abord de l'enfant aux urgences. Et puis, on verra. Donc, la semaine prochaine, on pourra traiter ensemble un des sujets. On commencera par les détresses vitales. Donc, on verra, si vous voulez bien, les états de choc. On verra les troubles de conscience, les détresses respiratoires. Et puis, ainsi de suite. On va essayer de faire un peu un aperçu sur les principales urgences qu'on peut rencontrer au service. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de soirée et un bon week-end. Et pour ceux qui sont de garde, je leur souhaite une bonne garde. Au revoir, messieurs, dames, et à la prochaine.